La définition du lieu interne. C'est quoi un lieu interne? Tout corps, un corps, c'est un être matériel, donc sensiblement perceptible. Tout corps de la nature, donc dans l'univers, on ne parle pas de surnaturel, bien sûr, c'est spirituel plutôt. Donc, tout corps de la nature possède un certain volume et occupe une place déterminée, un lieu approprié dont le changement constitue le mouvement local. Le mouvement local est changé de lieu. Donc si le corps ne meurt pas, il est dans un lieu déterminé. Cette portion d'espace qu'il occupe, donc cette portion d'espace occupée, est mesurée par le volume réel d'un corps, donc d'un objet matériel, et son lieu interne. Voilà, c'est une définition. Le lieu interne, c'est la portion d'espace qui est occupée et mesurée par le volume réel d'un corps. La définition. Donc, je pense que c'est pas trop difficile. Voilà, alors, il donne des explications. Je ne vais pas donner toutes les explications qu'il donne dans le texte parce que c'est trop de prose. Je vais donner l'essentiel ici des pages. Bon, je peux donner quand même ce texte-ci qui est intéressant pour expliquer cette définition du lieu interne. Une masse matérielle vient-elle à se déplacer sous nos yeux? L'image de son mouvement se dépeint en nous sous la forme d'une série de positions successivement occupées et délaissées. C'est ça le mouvement. On occupe à chaque fois un nouveau lieu en laissant derrière soi le lieu qu'on vient d'occuper. C'est ça le mouvement. Nous donnons à chacune de ces positions dans le mouvement, des positions, le nom de lieu mobile, passager. Donc lieu mobile, pour distinguer du lieu interne, stable. Parce que le lieu mobile est aussi interne, mais il change tout le temps. Donc passager. Si le corps passe à l'état de repos, voilà, l'état de repos, il acquiert du même coup un lieu propre, relativement immobile, toujours proportionné à ses dimensions réelles, bien sûr. Alors, c'est ça le lieu interne. C'est l'espace qui est occupé par l'objet. Par exemple, par mon corps, par ses statues, par vous, par une table, par une maison. C'est l'espace occupé par la maison, par l'objet. C'est le lieu interne. Alors, numéro 139, réalité et nature du lieu interne. Donc, explication encore de cette définition. Les corps, donc les corps dans le sens d'objets sensibles, les corps, ça ne veut pas dire ici les corps humains ou le corps des animaux, mais un corps dans la cosmologie d'Aristote et de saint Thomas veut dire un objet, tout simplement un objet matériel. Donc les esprits ne sont pas des corps. L'âme, l'ange n'est pas un corps. Et tout le reste qui est créé est matériel est donc un corps. Donc les corps sont indifférents
à l'égard de l'espace en soi. Le corps ne change pas parce qu'il est dans un autre lieu, donc dans ce sens, il est indifférent. Le corps en tant que corps. Il ne requiert aucune place d'une manière exclusive. Par exemple, cette statue, je viens de la poser à côté de moi. Là, tantôt, elle était sur cette armoire. Donc voilà, on peut le mettre ailleurs. Donc en soi, les corps ne requièrent en général pas une place d'une manière exclusive. Et cependant, ils ne peuvent exister sans occuper une situation en tout point déterminée. Donc forcément, ils sont dans un lieu. La matière, on dit, à 4 dimensions. Donc 3 dimensions d'espace, de lieu, et une dimension de temps. Le temps, on vient de le voir. Donc toute chose, tout corps matériel, un temps et un lieu. Voilà. Mais pas un lieu exclusif, puisqu'on peut le mouvoir. Mais il ne peut pas être sans un lieu. Sinon, ce n'est pas normal. Par exemple, Jésus-Christ, quand il entre dans le cénacle, il traverse le mur, donc il y a 2 corps en même temps dans le même lieu, ce n'est pas possible pour la matière normale. C'est extraordinaire, c'est dans un autre ordre, c'est la matière ressuscitée, c'est la matière glorieuse, c'est une autre matière avec 2 autres... Enfin, partiellement, c'est la même matière, partiellement, c'est différent. Donc, on s'occupe ici des corps, justement, de la nature. Comment se fait-il qu'à cette indifférence générale, donc de tout corps par rapport au lieu, relative aux multiples lieux de l'univers, se substitue en fait l'occupation actuelle d'une place individuelle et réservée? Comment ça se fait? La philosophie essaie de toujours trouver les explications profondes des choses. Donc on constate que chaque corps a un lieu, mais qu'en soi il est indifférent, il est indifférent à l'égard de tout espace, mais il ne peut pas être sans lieu. Donc là, il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent par rapport au lieu de ce point de vue qu'il forcément il doit occuper un lieu. Cette prise de possession d'un lieu par chaque corps se fait par un accident réel que nous nommerons désormais accident localisateur. Donc cette propriété, cet accident qui appartient au corps, qu'ils forcément ils occupent un lieu, on va l'appeler l'accident réel, accident localisateur, ou bien ubication intrinsèque. Ubication, ça vient de ubi, latin ça veut dire où se trouve la chose, ubi. L'ubication intrinsèque parce qu'on parle justement du lieu interne. Alors il y a des preuves que je vais sauter qui sont très évidentes. Pour moi, la chose est évidente comme ça, on constate. C'est la page, donc le reste numéro 139, il donne 2 preuves que je ne trouve pas nécessaires. Parce que pour moi, c'est évident comme tout. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez toujours lire le texte de l'auteur. Et l'auteur ici, c'est Ness, docteur Ness, de l'école de docteur Mercier, qui est devenu cardinal Mercier, bien sûr, qui avait commencé une école de néoscolastique au début du XXe siècle à Louvain. Mais je prends la conclusion de ces 2 preuves. Page 166, c'est moi, donc la fin du numéro 139. Le lieu interne,
dont nous parlons donc, considérée sous son aspect formel, est la portion d'espace circonscrite par la masse du corps. Considérée dans sa réalité concrète, parce qu'on parle des choses concrètement, de chaque objet concrètement, il est un accident réel destiné à circonscrire le volume de l'être matériel et à lui donner une situation spatiale appropriée. Donc le fait que la matière prend un espace, c'est un fait que nous constatons. C'est donc une propriété qui appartient à chaque matière, objet matériel. Et cette propriété, on appelle l'accident localisateur. Alors, on passe au lieu externe. Donc, on a vu le lieu interne. Donc, c'est l'espace que chaque objet occupe. Donc, il est à l'intérieur, disons, de la chose. Parce qu'il s'arrête aux confins de l'objet. C'est l'espace qu'il occupe. Pardon. Le lieu externe. Il y a un lieu externe, forcément, parce que le lieu interne est limité, donc il y a beaucoup plus de place que l'objet occupe. Donc, il y a un lieu externe. Alors, définition du lieu externe. Si le créateur n'avait tiré du néant qu'une seule substance corporelle, celle-ci aurait encore son lieu interne, sa place privilégiée. Alors, il y a une petite remarque ici que les numéros ne correspondent pas. Bon. Alors, regardez la cosmologie. C'est le premier traité après l'introduction. Et c'est à la fin de ce traité, juste à la fin, ce sont des annexes. Appendice, je veux dire, appendice. Le premier appendice, c'est le temps, article 1, et le deuxième, c'est l'espace. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est difficile à trouver. Et dans l'espace, on vient de voir le lieu interne et on passe au lieu externe. Alors, chez moi, c'est le numéro 140, mais alors je dis le titre de ce paragraphe. Définition du lieu externe. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Si le Créateur n'avait tiré du néant qu'une seule substance corporelle, celle-ci aurait encore son lieu interne, sa place privilégiée. Bien sûr, elle prend une place. Mais en dehors, il n'y a plus rien. C'est possible. Donc, que Dieu crée un seul substance corporelle. Il n'a pas fait, mais supposons. Il serait cependant impossible de déterminer la position de ce corps. Ouais, parce qu'il n'y a plus de point, il n'y a pas de point de référence. Il n'y a pas de point de, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas un autre corps, il n'y a pas de référence, pas de relation. Donc, on ne peut pas déterminer la position de ce corps. Parce que la position, c'est justement la détermination d'un corps dans un lieu par rapport à autre point de lieu. On dirait coordonnées. Hein. Pour le motif que toute détermination spatiale est nécessairement relative. Donc, une détermination spatiale, si on vous localise quelque part, c'est nécessairement relatif. Votre position est relative à la position de notre objet.
Comme ça qu'on peut faire des coordonnées et vous localiser. Vous êtes moi je suis ici à 25 km de Bruxelles et à 20 km de Gand, etc. Alors, donc si vous avez 3 points, vous donnez votre distance à partir de 3 points, on vous localise exactement. Donc on a besoin de 3 autres points pour vous localiser dans un lieu. Donc des points de repère. Donc elle se fait, donc cette détermination spatiale, à l'aide de points de repère. Points de repère. Ou plutôt à l'aide de relations établies entre le corps supposé et ceux qui l'entourent. Voilà, c'est une autre manière de dire. Donc les relations entre le corps supposé, enfin ce corps l'un de l'autre corps, et ceux qui l'entourent. Ainsi, dans le langage courant, la notion de lieu ne désigne pas seulement la portion d'espace occupée par le volume réel de l'être matériel, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le lieu interne, mais la notion de lieu indique avant tout le voisinage ou le milieu dans lequel il se trouve. Voilà. Quand on vous demande où vous habitez, vous parlez, moi j'habite dans une ville à Alost, mais moi j'habite pas dans tout Alost, n'est-ce pas? Par rapport à tout le reste d'Alost, c'est une relation de distance, c'est tout. Alors il faut encore déterminer, Kerkhoflaan, c'est la rue. Donc on positionne cette rue par rapport à la ville, et ensuite numéro 44, pas numéro 42, etc. Donc je vais indiquer le voisinage. Je dis je suis entre 42 et 46, en face c'est 43, 41, 45, dans la rue qui contient beaucoup plus d'autres maisons, dans une ville, voilà, à 20 km de Bruxelles, 25 km de Bruxelles et 20 km de Gand. Donc j'explique le voisinage ou le milieu dans lequel il se trouve. Ça, c'est dans le langage courant. Voilà. Quand on demande où, alors on dit ça, on donne une adresse. Et ça se rapport à le voisinage. Donc, numéro 44, le numéro, c'est toujours le relatif. Je suis le 44e maison ici, dans la rue. 44, c'est encore une relation par rapport à 43, 41. Si j'avais qu'une maison, j'avais pas 44, j'avais 1, c'est tout. Et il fallait même pas numéroter parce que ça vaut pas la peine. Donc, si on donne une numérotation à un objet, c'est que forcément, il y a d'autres objets. Donc, c'est toujours par rapport à autre chose. Donc, une relation. Et une relation de lieu s'appelle le voisinage. Donc, dans le langage courant, la notion de lieu désigne donc aussi, pas seulement le lieu interne, mais aussi le voisinage ou le milieu dans lequel il se trouve. Eh bien, ça, c'est le lieu externe. Tout ce qui est extérieur à l'objet, par exemple, ma maison, est le numéro 44, mais le voisinage, c'est comme je viens de dire, 42, 44, 46, etc. Le lieu devient ainsi extérieur au corps, donc le non-lieu a un aspect extérieur au corps. 46 c'est à côté, c'est pas moi, c'est extérieur à 44, et porte pour ce motif le nom de lieu externe. C'est logique, hein, c'est pas difficile. Donc on distingue lieu interne et lieu externe. Au sens rigoureux du terme, le lieu externe d'un corps se définit la première enceinte ou la première surface immobile qui le circonscrit. Voilà. Alors c'est bien positionné. Donc, parce que c'est un moyen de localiser justement le lieu externe par rapport aux autres.
Donc c'est une définition d'Aristote, hein. Donc c'est la première enceinte, on ne part pas de Pékin en Chine ou de New York, ça ne vaut pas la peine. Pour localiser ma maison, il ne faut pas parler de Marseille, hein. Ça ne vaut pas la peine. Donc la première enceinte, donc ce qui est le plus proche possible, de plus que c'est proche, de plus que c'est localisé. Donc la première enceinte ou la première surface immobile qui le circonscrit. Eh bien, pour une localisation de langage, on dit le numéro de la maison. Et dans le cadastre, on trouve exactement de quoi il s'agit. Le cadastre de la ville. Donc c'est la première enceinte et qui me sépare des autres. Voilà. Donc c'est un lieu externe. C'est par rapport aux autres. Ici c'est à moi et là c'est le voisin. Par exemple, le mur est-il à moi ou mitoyen? Donc ça doit être défini au centimètre. Donc c'est la première enceinte ou la première surface immobile. Immobile bien sûr, sinon on ne localise pas, hein, si ça bouge. Où êtes-vous? Je suis dans la voiture et à chaque fois que je parle, je suis quelques mètres plus loin. Donc je peux seulement le localiser grosso modo, hein. Donc une localisation exacte a aussi cet aspect d'immobilité, forcément. Donc la définition est du lieu externe, la première enceinte ou la première surface immobile qui le circonscrit. Alors, paragraphe suivant, analyse de cette définition. Alors, il va prendre un exemple pour mieux le comprendre. Supposons un bocal rempli d'eau. Donc, il y a le bocal et il y a l'eau dedans. Deux choses différentes. L'eau n'est pas le bocal et le bocal n'est pas de l'eau. Donc, le bocal, c'est du verre ou etc. Mais ce n'est pas de l'eau. L'eau est dans le bocal. Un bocal rempli de l'eau. À la question de savoir où cette eau se trouve, nous répondrons spontanément dans le bocal. Ce vase est donc, pour le liquide qu'il renferme, un lieu véritable, un lieu extérieur au corps emprisonné. Voilà, c'est un très bel exemple. Parce que l'eau se colle aux confins du bocal. Donc c'est vraiment la première enceinte, la première surface immobile qui le circonscrit. Donc ce vase, c'est pas de l'eau, c'est autre chose, mais c'est lui qui donne les limites extérieures du corps qui s'appelle l'eau. Ici se révèle une première et fondamentale propriété du lieu. L'aptitude à contenir dans son sein un volume déterminé. Voilà. Sinon, on ne peut pas parler de lieu. S'il n'est pas apte à contenir un volume déterminé, alors ce n'est pas son lieu. Par exemple, on n'arrive pas à mettre une valise dans un coffre qu'on peut louer dans la gare. Eh bien alors, le coffre ne sera pas le coffre ne sera pas dans cette armoire qu'on peut louer, parce qu'il n'est pas capable de le contenir. Donc c'est l'aptitude à contenir dans son sein un volume déterminé. Première et fondamentale propriété du lieu. Voilà. C'est évident, hein, mais encore faut-il le dire. Deuxième propriété. De plus, il est clair qu'à raison de son rôle de récipient, le vase doit avoir une individualité distincte de son contenu. Car contenir et être contenu sont deux attributs contraires.
qui suppose des sujets différents. Voilà. Donc, c'est autre chose que le contenu, et qui est capable de contenir le contenu. Mais c'est autre chose. Donc, le bocal n'est pas l'eau. Donc, l'armoire, ce n'est pas la valise. C'est encore évident, mais c'est bien de le voir et l'exprimer. Encore, troisième propriété du lieu. Ainsi, nous recherchons quelle est dans ce bocal la partie vraiment fonctionnelle. Si nous la recherchons, donc, nous la recouvrirons que dans la surface interne. Oui, face interne, bien sûr. L'eau se trouve en dedans, pas dehors. Donc l'eau colle contre la surface interne. Peu importe que ce vase soit taillé dans le cristal de roche, qu'il soit en verre commun, en fer ou en bois, peu importe la minceur ou la solidité des parois, pourvu qu'il puisse contenir, il conserve, indépendamment de ces autres circonstances accessoires, son rôle et sa destination essentielle, c'est-à-dire contenir autre chose. Dans la surface réside donc la fonction localisatrice, la surface intérieure. Laurie explique encore un peu. D'après les notions jusqu'ici mentionnées, le lieu externe peut se définir, c'est important quand même, les définitions. Donc on a vu déjà une définition au début, mais il va encore affinir sa définition. Il définit donc le lieu externe comme la première enceinte matérielle qui circonscrit un corps, ou plus exactement, la première surface qu'une substance corporelle rencontre au terme de son extension. Voilà. Donc la première définition, c'était plutôt du côté du contenant, et deuxième plutôt du point de vue du contenu. Bon, ça revient à la même chose. Il s'agit de la même chose, c'est question de point de vue. Voilà, c'est important que vous ayez le texte pour dater. Donc c'est une étude, il faut un petit peu faire les gymnastiques intellectuelles. Ça ne va pas tout seul. Mais si vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire, vous voyez que c'est évident. Donc on y découvre deux éléments constitutifs, c'est avec tout objet matériel, matière sensible qui a un aspect matériel et un aspect formel. La distinction formelle et matérielle appartient donc à la cosmologie. On a vu ça l'année dernière, pour ceux qui ont suivi. Donc on y découvre deux éléments constitutifs, forcément. Le matériel, la surface interne, donc c'est perceptible. L'autre formel, c'est l'intervalle ou la capacité circonscrite. La capacité circonscrite. Ces deux éléments sont indivisiblement unis dans le concept du lieu réel, bien sûr. La matière et la forme sont toujours ensemble, font une chose, mais sont des aspects sur lesquels on considère l'objet sensible. Ces deux éléments sont indivisiblement unis, voilà. En effet, la surface interne ne mérite le nom de lieu que si l'on y adjoint
l'aptitude à contenir, c'est-à-dire les relations de distance comprises entre ces parois. C'est une définition de aptitude à contenir. Aptitude à contenir pour un récipient, c'est les relations de distance comprises entre ces parois. De même, la capacité du bocal ou la distance intrapariétaire des parois devient une capacité déterminée. Bien déterminée parce qu'il s'agit d'un bocal bien déterminé, à la condition d'être circonscrite par les limites réelles, par une surface enveloppante. Donc si vous avez compris ça, vous savez que c'est évident pour le sens. Mais c'est bien de l'écrire, de le dire et pour approfondir la connaissance du réel. Alors Aristote ajoute encore une quatrième condition. Donc on a vu 3 propriétés fondamentales. L'aptitude à contenir dans son sein un volume déterminé. Ensuite, le vase doit avoir une individualité distincte de son contenu. Ensuite, si nous recherchons quelle est dans ce bocal la partie vraiment fonctionnelle, nous la découvrirons que dans la surface interne. Alors, quatrième condition, c'est l'immobilité. J'en ai déjà parlé un petit peu. L'immobilité pour le lieu externe. Donc, c'est une propriété donc essentielle. L'immobilité relative. C'est relatif parce qu'encore, on peut déplacer un lieu. Si on prend la limite, si la Terre tourne, tout lieu bouge encore. Mais c'est relatif. Si la Terre tourne, c'est encore par rapport aux autres, par rapport à la Lune et le Soleil. Donc c'est toujours par rapport aux autres. Donc on ne va pas s'étendre à l'infini. On va se limiter à ce qui est visible. Donc l'immobilité relative est indispensable à la constitution du lieu interne. Donc relativement à l'objet contenu, le conteneur est immobile. Il le contient de manière immobile. Sinon il bouge, sinon il n'est pas dedans vraiment. S'il bouge, ça veut dire qu'il sort à moitié, etc. Donc forcément, il est immobile. Donc c'est relatif. C'est une relation d'immobilité. Parce que je viens de dire, c'est possible que le tout bouge encore. Ce bocal avec l'eau, je peux le transporter. Mais donc c'est relatif. Donc l'immobilité relative est indispensable à la constitution du lieu externe tel que nous le concevons. Ça vient d'Aristote. Comment nous représentons-nous, en effet, le mouvement d'un corps sous la forme d'un déplacement d'un lieu dans un autre? Mouvoir, c'est changer de lieu. Le mouvement local, ça s'appelle le mouvement local. C'est changer de lieu tout le temps. Enfin, mouvement. Sous la forme d'un déplacement. Le corps se meut, mais le lieu qu'il abandonne reste immobile. Voilà. Relativement à celui qui se meut. D'autre part, si tous les êtres de l'univers sont susceptibles de mouvement, en soi oui, d'où vient l'immobilité requise? Voilà. Mais voilà, je viens de dire parce qu'elle est relative justement. Mais pourquoi elle est requise?
si tout l'univers est susceptible de mouvement. Il y a deux manières de considérer la surface d'un corps localisant. Ou bien on la considère dans sa matérialité concrète et individuelle. Dans ce cas, elle constitue un lieu essentiellement mobile. Ou bien on fait abstraction de ces traits individuels de façon à la concevoir comme la surface d'un corps quelconque capable de circonscrire tel volume donné. Sous cet aspect, le lieu conserve son identité malgré la diversité des corps qui se succèdent à la même place et y remplissent le même office. Donc, il explique pourquoi, d'où vient l'immobilité requise comme propriété du lieu externe. Pour lui accorder une vraie immobilité relative, il suffit alors de concevoir ce lieu externe en relation avec certains points fixes et invariables, tels les pôles et le centre de la Terre. Voilà. Donc on se fixe une limite, hein, parce que je viens de dire aussi encore la Terre bouge, mais alors on n'en finit pas. Donc on n'a pas besoin de savoir j'ai pas besoin de savoir qu'en ce moment la Terre tourne et qu'elle se déplace. Quand on me demande où habitez-vous, je dis voilà à Lost, Kerkhoffslaan 44, et même si la Terre se meut, donc mon lieu se déplace tout le temps avec la Terre, c'est pas important parce que justement, ce qui intéresse tout le monde, c'est par rapport à la Terre, parce que tout le monde habite sur Terre. Si vous habitez à Mars ou dans une autre galaxie, c'est intéressant de savoir où on bouge, où la Terre bouge, pour savoir où j'habite. Mais pour ceux qui habitent sur la même planète, c'est pas important. Donc, il faut limiter le lieu pour positionner. Sinon, on part dans l'indéterminé. Hein. Donc voilà, donc on va se fixer le lieu externe, donc le plus proche. Voilà, pour accorder une vraie immobilité relative, les jours relatifs l'un à l'autre, il y a un aspect de relativité, de proportion, de se tenir l'un à l'autre d'une certaine manière, enfin, manière locale. Il suffit alors de concevoir ce lieu externe en relation avec certains points fixes et invariables. Voilà. Donc le pôle Nord et le centre de la Terre. On l'utilisait, ce sont les coordonnées de la Terre. Hein. Donc là, la Terre, on a fait des coordonnées à la Terre, donc qui suivent l'équateur et qui vont de pôle en pôle. Donc c'est tout à fait scientifique de faire ça. Et on peut exactement déterminer un lieu avec ça. Donc ce sont des points fixes et invariables. Le centre de la Terre est en soi fixe. Ça ne change pas. Le pôle non plus. Les pôles nord et sud. Comme les termes de comparaison demeurent toujours les mêmes, les pôles, le centre de la Terre par exemple, le fait du déplacement relatif des êtres matériels, comme aussi l'identité des lieux se reconnaissent aisément. Voilà.
Donc, pour positionner quelque chose, il faut une relation à quelque chose d'immobile. Une immobilité relative. Alors, il y a diverses espèces de lieux externes. Le lieu que nous venons de définir est appelé par Aristote lieu propre. Il désigne la surface ou l'enceinte matérielle qui s'adapte immédiatement à son contenu et ne renferme que lui seul. Il est, peut-on dire, la forme typique du lieu externe. Donc le lieu propre. Le lieu propre de l'eau qu'on vient de voir, c'est de ce bocal-là, le bocal. Mais quant au lieu qui renferme plusieurs corps, par exemple un appartement rempli de meubles, on l'appelle lieu commun. Donc ce vase peut se trouver dans un appartement, dans une maison. Alors c'est un lieu, mais c'est un lieu commun. L'eau se trouve dans la maison, c'est le lieu commun, parce que dans la maison se trouve encore autre chose que l'eau. Mais le bocal, c'est le lieu propre de l'eau. Il n'y a pas d'autre chose dans le bocal que l'eau. Surtout quand il est rempli. Il n'y a même pas de l'air. Dénomination vraie, donc lieu commun, mais dérivée de la première acception du terme. Donc le lieu commun, c'est plusieurs lieux propres ensemble. Voilà, on a vu le lieu interne, le lieu externe. Ce sont des choses assez évidentes, on les expérimente tous les jours. Hein. Mais maintenant, on va parler de l'espace au sens strict. Pourquoi on parle de lieu et d'espace? Ça veut dire, s'il y a deux noms, c'est qu'il y a deux choses différentes qu'on désigne, ou deux aspects différents de la même chose. Donc, on va voir d'abord le fait d'expérience. Vous êtes dans le voisinage d'une voie ferrée. Devant vous passe un train rapide que vous pouvez à peine suivre du regard. Ce train, dites-vous, dévore l'espace. Il dévore l'espace. Vous ne dites pas qu'il dévore le lieu. On dit il dévore l'espace. Que signifie ce terme? Assurément, il est synonyme de distance. Voilà. Donc il y a cet élément, cet aspect distance qui s'introduit quand on utilise espace. Dévorer l'espace, c'est parcourir en peu de temps une grande distance. Voilà. Autre exemple, votre cabinet de travail vous plaît. Bon, dans le cas que vous avez un cabinet de travail, bien sûr. Hein, donc, le cabinet de travail vous plaît, hein, telle ou telle chambre vous plaît. Vous y jouissez d'un coup d'œil ravissant. Il y a de plus de la lumière et de l'espace. On parle de l'espace. Et c'est un lieu, mais on parle d'espace. La notion spatiale se prend ici dans le sens de capacité, d'intervalle compris entre les murs de la place. L'espace. C'est encore la distance des murs. Hein. La capacité de contenir. C'est un appartement spacieux ou étroit. Voilà. Sous les premiers feux du soleil, un autre exemple, la rosée se transforme en vapeur d'eau qui s'élève lentement et se dissipe dans l'espace. C'est une autre manière d'utiliser ce nom, ce terme. On dirait en termes équivalents qu'elle va se perdre dans cette immense capacité ou intervalle
qui sépare la terre de la voûte apparente des cieux. L'espace. Donc encore cet élément de distance, de capacité, d'intervalle entre la Terre et les astres, etc. Variez à votre gré les exemples, analysez les multiples applications que la science et le langage vulgaire font chaque jour de ce terme. Vous y trouverez toujours l'idée fondamentale de distance, d'intervalle, de vide réel ou apparent, compris entre des limites déterminées. Bon, je vois que j'ai pas encore fini. L'heure est passée et j'ai pas encore à la fin. C'est encore quelques pages. Bon, parce que c'est la fin de la cosmologie, hein, donc c'est la fin. Après commence un autre traité, c'est l'étude de l'âme humaine, de la vie. Parce que l'âme humaine vivifie aussi le corps et vérifie le niveau végétal. Donc c'est la psychologie philosophique. C'est un grand traité. Mais j'arrête ici pour être fidèle à mes... j'ai dit 1 heure. Je ne vais pas dépasser l'heure. Mais on va terminer la fois prochaine, n'est-ce pas, les autres considérations sur l'espace. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions entre-temps? C'est vrai qu'il faut réfléchir, il faut un petit peu s'arrêter sur les notions, les définitions, les exemples, pour comprendre de quoi il s'agit. Et si on comprend très bien ce que c'est un espace, un lieu, on va mieux comprendre les choses autour de nous. Donc j'ai mis les autres conférences en ligne, hein, donc j'ai parlé. La notion de temps est aussi très importante, parce que chaque chose a un temps, un espace et un temps. C'est très intéressant que ce qu'Aristote et saint Thomas disent du temps. Le temps, elle nous est cher, hein, donc le temps passe, et après il y a l'éternité, etc. Donc, voilà, donc quelques considérations philosophiques sur des phénomènes qu'on voit tous les jours. Voilà. La fois prochaine, vendredi prochain, je parlerai tout à fait de notre matière, de spiritualité. La spiritualité, c'est la science de devenir saint. Voilà, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a la possibilité de poser des questions. Non, apparemment pas. Ben, pas de questions, tant mieux. Hein. Donc j'espère que vous avez bien... Je ne sais pas si c'est une bonne méthode que vous allez vous-même sur Internet télécharger le livre et suivre le livre. Pour moi, c'est le plus facile, mais peut-être pas pour vous. Alors, est-ce que tout le monde a pu suivre le texte? C'est quand même assez important de suivre le texte parce que parfois je lis et je passe parce que j'ai compris la chose, parce que moi j'ai préparé le texte. Hein. Mais peut-être ça va trop vite et qu'il faut s'arrêter en cours de route. Et voilà, alors c'est bien d'avoir un texte pour réfléchir sur le texte. Donc il n'y a pas de questions. D'accord. Donc Alexandre n'a pas pu suivre le texte. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous montrer le texte la fois prochaine. Il y a la possibilité
de le mettre sur mon écran et de partager un écran. C'est une option qui est ici dans Click Meeting et ça devrait marcher. Voilà, je souhaite une bonne soirée. Donc tout est enregistré et donc si vous pouvez réécouter si vous voulez. Donc ce sera mis sur le site YouTube Cruxsacra, site Mickey Lux. C'est un des fidèles qui a cet apostolat pour mettre des conférences et des textes et des catéchismes et des sermons des abbés sur le site. Je vous ai déjà envoyé plusieurs fois le lien. Donc il y a là mes sermons, mes catéchismes, cours de spiritualité, de philosophie, etc. en plusieurs langues. Voilà. Bonne soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée.